D'être présent ce soir. Il est 20h03. Donc, bonne séance à toutes et tous. Je vais commencer par faire l'appel. Avant, je vais remercier la commune de Saint-Martin qui nous accueille avec sa grande générosité habituelle. Merci à tous les maires qui mettent à notre disposition les salles. Toujours très apprécié. Alors, je procède à l'appel. Claude Krieger, présent. Paul Lamotte, qui a donné pouvoir à Claude Krieger. Annick Desbourget, Christiane Aknouch, Richard Guignaski, Jean-Noël Duclos, Jean-Marie Bontemps, Delphine Drapeau, Jacques Renaud absent, Sylvain Saragoza, Corinne Tange qui donne pouvoir à Sylvain Saragoza, Jacques Gaubourg. Est-ce qu'on sait si Jacques Gaubourg va venir ou s'il ne vient pas? Olivier, tu sais? Ok, on ne sait pas, donc absent. Christophe Vigier, absent. Emmanuel Denoailles, absent. Jacqueline Ollinger, absente. Gilbert Maugan, Patrick Fauvin, Michel Mansou, Nathalie Delisle-Tessier, Michel Zeppenfeld. D'accord. Sylvie Lombardi qui donne pouvoir à Nathalie de Lille-Tessier. Voilà, Nicolas Habitante. Absent. Éric Richard, Jean-Christophe Mazurier, Sylvain Prache, Chantal Roman, Silvio Biello, Fabrice Dufour. Absent. Laurence Cartier-Boitard. Alors je l'ai. C'est bien. Presque parfait, pas tout à fait. Gilles Weckmann, Thierry Pichery, Nathalie Benyaya qui donne pouvoir à Thierry Pichery, Jacques Ferron, Véronique Madier qui est représentée, donc qui donne pouvoir à Marie-Laure Savy qui la représente, Olivier Dupont, Valérie Lecomte, sait-on si Valérie sera là? Elle a donné pouvoir à un élu Viermois selon qui est là. Ah, et là je ne l'ai pas. Hein. Elle a envoyé un mail. De Vierme. Ah oui, d'accord. Donc Donc elle ne prend pas part. D'accord. Hugues Brissot qui donne pouvoir à Pascal Martin. Sarah Béac qui donne pouvoir à Olivier Dupont. Pascal Martin. Laurence Bernard. Patrice Robin et Cyril Diarra qui est absent. Et qui donne pouvoir à Gilbert Maugan. Nous sommes parfaitement d'accord. Donc le quorum est largement atteint. Je vous rappelle, comme à l'habitude, que nous sommes filmés, enregistrés et que pour une bonne écoute des personnes qui nous écoutent, il est important, indispensable de poser vos questions dans le micro et les réponses de la même façon. Alors, nous avons aujourd'hui 11 points à notre ordre du jour. Donc c'est un des conseils communautaires les moins chargés que nous ayons en nombre de points, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce sera le plus court, on verra bien. Nous avons besoin d'une ou d'un secrétaire de séance. Je rappelle que la précédente séance du 11 décembre, c'était Thierry Pichery, Chantal Roman le 5 février et Michel Mansou le 9 avril. Donc il nous faut un candidat. Sylvaine. Merci beaucoup, Sylvaine. Bien, et avant de commencer notre ordre du jour à 11 points, nous avons une présentation de l'OTC Terre de Carnel par la voix de sa présidente Florence Gabry, qui va nous faire une présentation donc, de l'OTC, des enjeux, de tout ce qui s'est dit ces derniers temps, tant dans les commissions qu'en bureau, de façon à apporter un éclairage le plus large possible à cette assemblée communautaire. Donc, Florence, c'est à toi pour un maximum de 30 minutes. Merci. Merci, Patrice, et bonjour à tous, enfin, bonsoir à tous. En fait, principalement, je vais vous parler du projet dont vous avez pour la plupart entendu parler, qui s'appelait My Smart Journey, qui est en fait un dispositif de signalétique touristique que nous... On m'entend pas bien ?
Il est allumé. Ah, je rapproche, d'accord. Il y avait une distance. Effectivement, je m'entends mieux. Je suis ici pour vous parler d'un projet dont vous avez entendu parler il y a quelque temps de cela. C'est bon, j'ai toujours eu de la chance. Merci. Qui est en fait un dispositif de signalétique touristique que nous allons installer dans toutes vos communes. Vous en avez entendu parler lors de ma précédente présentation l'année dernière sous le nom de MySmart Journée. Ah oui, c'est un projet qui est là pour fédérer et révéler les richesses du territoire. En fait, suite à la mise en place du véhicule itinérant, nous avions vu qu'il était intéressant de pouvoir, au travers de ce véhicule, faire venir les gens sur notre territoire ou faire connaître notre territoire aux personnes qui habitent sur ce territoire. Maintenant, une fois qu'on les a fait venir sur le territoire, qu'est-ce qu'on leur propose de faire ? Et MySmart Journée est finalement le complément et j'espère la finalité qui va permettre aux habitants et aux touristes de connaître les trésors patrimoniaux, naturels et culturels du territoire Terre de Carnel. L'outil, il est donc au service des communes et des habitants et des visiteurs. Mieux accueillir et informer sur ce qu'il se passe dans la commune où ils sont, structurer la visibilité touristique, valoriser l'histoire locale, attiser la curiosité des touristes et encourager la fierté d'appartenance à Terre de Carnel pour les habitants de la communauté de communes. En fait, on va installer des panneaux qui seront sur des points stratégiques. Le panneau, en fait, ne ressemblera pas à ça, mais sera un QR code qui permettra aux visiteurs, quand ils auront repéré le panneau, de scanner le QR code, d'accéder à la page dédiée à la commune et de découvrir le contenu qui sera enrichi en texte, en images, en questionnaires, en suggestions de visite, restaurants et tout ce qu'ils pourront faire là où ils seront. Donc les panneaux ressembleront à ceci. Les deux types d'images. Celle de gauche pour une commune normale, lambda, et celle de droite pour les communes avec la coquille pour le Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le détail, le panneau, il y aura notre logo, le titre qui sera là pour faire un message d'accroche, le QR code qui sera personnalisé à la commune, il y aura une petite traduction en anglais, il y aura en bas le logo de la commune, sur la gauche vous aurez... sur la droite, vous aurez la coquille pour les communes qui sont traversées par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et en fait l'image du visuel qu'ils auront sur leur téléphone. Et le tout est à l'image de notre charte graphique. On aura deux types de panneaux à vous proposer. Certains qui pourront être murales, de format A3 ou A2 au choix, ou des panneaux d'ailleurs des panneaux sur pied que vous pourrez dont vous pourrez choisir l'emplacement en entrée de ville, sur une place fréquentée, sur un sentier, sur un début de sentier de randonnée, enfin comme ça vous va. Et nous avons aussi vous proposerons aussi des affiches à vous en mairie que nous installerons aussi bien sur les mairies que chez les commerçants qui seront d'accord pour en prendre, les hébergeurs, enfin bref, tout le monde aura la possibilité, tous ceux qui voudront jouer le jeu auront la possibilité de pouvoir annoncer ce projet et annoncer le QR code qui permettra aux gens de pouvoir avoir de l'information touristique.
Les matériaux en bois pour les panneaux, donc on voit sur le pied du milieu, ce sont des panneaux en bois en inclusion résine qui sont assez difficiles à abîmer. Les panneaux, que ce soit les formats A3 ou A2, ont une résistance, tout ce qui est dégâts, mauvais temps, etc., mais aussi toute dégradation humaine, tags, rayures, chocs, etc. Les implantations pourront se faire selon votre choix en centre-bourg pour valoriser le cœur de vie, devant un bâtiment public pour contextualiser un lieu, en lisière de forêt, sentier ou comme vous voulez, c'est-à-dire en pleine nature, à proximité des commerces pour inciter à flâner, sachant que les commerces peuvent aussi jouer le jeu avec les affiches. Comme je vous le disais au début, en fait, l'action, elle est simple et en fait, l'idée, c'est vraiment de valoriser le territoire, donner une certaine fierté aux habitants de leur territoire, avoir une attractivité renforcée, un tourisme de proximité et une cohérence visuelle avec notre office du tourisme et notre véhicule, puisque le véhicule est déjà aux couleurs de l'association. On va vous proposer un bon de commande. Alors, il ne faut pas dire le panneau offert. Ça, de toute façon, c'est nous qui allons payer dans la mesure où il n'y a pas d'exagération sur les différentes communes. Si on voit une commune comme Asnières, par exemple, entre le centre, je prends un exemple, entre le centre-ville, Royaumont et Bayon, ça peut faire 3 panneaux, alors que sur certaines autres communes, ça ne pourrait en faire qu'un. Sur pied ou mural au choix. Pour nous, l'idée, c'est de faire la dépense avant la fin de l'année, donc de pouvoir récupérer tous vos besoins, on va dire pour le mois de septembre, de manière à ce qu'on puisse tout envoyer à nos prestataires pour qu'ils puissent faire les panneaux et avec les dimensions qui vous conviennent, le nombre de pieds qui convient, et le nombre d'affiches qui vous conviendra aussi sur vos communes, sachant que le minimum est 10. Pour en rajouter par rapport à nous, nos dépenses, on va aussi faire des petits flyers qu'on vous déposera en mairie, si les gens veulent les emmener chez eux. Et nous avons aussi prévu pour nos hébergeurs des petits supports en triangle que les gens pourront scanner, enfin leurs clients pourront scanner à la réception de l'hôtel. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires particuliers, ça vous va? Ben voilà, j'aurais pas pris une demi-heure. Peut-être un mot sur le bus. Je ne sais pas si on a des visuels, tout le monde l'a peut-être pas vu, mais il est en service depuis 1 mois et demi à peu près. C'est ça? 2 mois? Un peu plus d'1 mois, ouais. Ouais. Depuis, on l'a sorti pour la première fois le week-end de Pâques. Ouais, moi je l'ai vu 1 ou 2 fois, donc, dont à la journée de l'environnement. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on se rend compte que les gens sont... On a quand même, je crois que sur 6 sorties, on a eu 130 visiteurs, une trentaine sur la dernière commune. Le retour que nous avons des gens, c'est qu'ils sont satisfaits d'avoir effectivement un véhicule qui va, un office du tourisme qui va vers eux, qui leur propose des choses, aussi bien des sorties, des possibilités de couchage et aussi des produits locaux. Donc, pour nous, pour le moment, le rapport est vraiment positif. Et on a finalement beaucoup plus de monde qui vient dans le véhicule qui passe à l'office du tourisme dans nos locaux. Oui, ce qui est logique. C'était ça aussi l'enjeu, sachant qu'on a quand même vérifié que sur notre territoire de Carnel, la mobilité, l'aller vers, c'est quelque chose qui fonctionnait. On l'a connu, on l'a démarré avec le bus des services, du CIAS France Service. On l'a aussi déployé à partir du réseau des bibliothèques, où ça fonctionne bien. Avec des services nouveaux aussi maintenant, puisqu'on va jusqu'à
certains habitants vulnérables hein, qui sont en situation de difficulté à se déplacer. Donc c'est un vrai service à la population. L'AGI, donc la halte garderie itinérante aussi, qui est historique hein, dans l'ancienne Carnel. Donc tout ça nous a plutôt assez bien réussi et on l'a étendu à ce dispositif du tourisme où on devrait donc le voir et on devrait faire la promotion du territoire à l'intérieur de nos frontières carneloises, si je peux le dire après, mais aussi à l'extérieur des frontières de Carnel pour aller faire la promotion de notre territoire ailleurs que dans notre périmètre. Aussi, le territoire, c'est aussi des produits et c'est aussi la promotion du territoire par les produits. Donc il y a plein de choses. Donc il y a tellement de belles choses à voir chez nous qu'on ne soupçonne pas. Donc l'idée, c'est... Et puis même chez les élus, hein, moi je découvre des choses régulièrement. Et puis aussi d'inciter les gens à aller à Royaumont. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et le tourisme, pour moi, est vraiment à rapprocher de l'économie, puisqu'en fait, c'est une économie. Je dis souvent que ça a une valeur d'image, une valeur immatérielle, mais aussi une valeur matérielle, parce que ça crée les conditions des écosystèmes qui font qu'on a envie d'habiter là, on a envie de se promener là, on a envie de... Et que l'est du territoire, c'est pas forcément les zones très urbanisées telles qu'on peut les connaître par la stigmatisation ou autre dans les médias. Donc il y a vraiment un intérêt à développer le tourisme. Et en tout cas, nous, on y croit beaucoup, puisque c'est pour ça qu'on a aussi accompagné la réalisation de l'achat de ce bus. Et on est très content. En tout cas, merci pour le travail qui est fait. On reviendra sur le tourisme tout à l'heure, puisqu'on sera amené à parler de la taxe de séjour et les difficultés que ça engendre pour les hébergeurs, qui ne sont pas de notre fait, mais c'est une conséquence, hein, donc on en parlera tout à l'heure. Je vois que tu as une question. Ouais, j'ai juste une question, parce que j'ai peur de ne pas avoir bien compris. Sur les panneaux, ce sont uniquement les QR codes qui permettent de voir ce qu'il y a à visiter dans la commune qu'on traverse, ou alors sur les panneaux, on a aussi parfois quelques indications pour indiquer quelque chose à voir, un château, une particularité architecturale, un parc. En fait, le QR code, une fois que la personne aura scanné le QR code, il va arriver directement sur une page qu'on aura nous-mêmes alimentée pour expliquer effectivement ce qu'il y a dans le village. Il faudra aller dans le village à côté pour pouvoir voir. Mais par contre, il y aura aussi un lien avec notre site internet, ce qui permettra aux gens de pouvoir voir ce qu'il y a à côté et effectivement de pouvoir se promener sur les villages à côté. Ou éventuellement faire des balades qui emmènent d'un village à un autre. Ok, mais pas de signalétique précise sur quelque chose à voir dans le Non. Pour ça, on a la carte touristique. D'accord. Ok. Pour ceci, nous avons une carte touristique qui a été faite il y a 2 ans, malheureusement en excluant l'Usarche, pour lesquelles effectivement on a des informations sur les points les plus essentiels de chaque commune, ou du moins de certaines communes. Je vous remercie en tout cas tous pour le véhicule, parce que c'est grâce à vous qu'on l'a eu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et j'attends vos retours. On va vous envoyer le formulaire, le bon de commande, et on attend les retours avec les emplacements éventuels pour le mois de septembre. Eh bien, on fait comme ça. Merci à vous. Merci à toi, Florence. Bonne soirée. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est bon ? Alors, nous avons à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 9 avril 2025. Est-ce que tout le monde a bien reçu les éléments de la séance de ce soir et le compte-rendu, donc le PV ? Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Ok, donc pas de compte, pas d'abstention, merci. Alors, je profite du fait que nous avons un peu de flexibilité, de souplesse dans ce conseil pour donner la parole aux VP qui souhaitent la prendre. S'il y a des vice-présidents qui souhaitent évoquer des sujets seulement s'il y a une actualité qui n'est pas prévue dans l'ordre du jour, vous pouvez la prendre. Donc, me dites,
Et je vous cède la parole bien volontiers. Chantal se lance, demande la parole, elle l'obtient. Deux informations. On a fait mais c'est pas dans l'ordre du jour, hein. On a fait le forum de l'emploi qui s'est très très bien passé avec beaucoup plus de personnes qu'on avait l'année précédente, avec des jeunes, des moins jeunes et surtout des adultes en reconversion, ce qu'on n'avait pas les années précédentes. Et là, j'ai récupéré, comme j'essaye de le faire régulièrement, les tendances de France Travail pour le premier trimestre 2025 qui touchent notre communauté de communes, pour savoir un peu où on en est. Il faut savoir que dans le trimestre premier 2025, on a augmenté de 2,5 nos chômeurs, avec une année à 4,3. Donc ça veut dire qu'on a quand même 1739 chômeurs dans notre interco et qu'il faut essayer vraiment de les aider tant que l'on peut. On a refait, grâce à l'équipe de Julien, là, les panneaux pour la mission locale, pour redonner à toutes vos communes, si vous pouvez les mettre. Là, on va arriver à une période où les terminales vont sortir avec ou sans suite. Il faut savoir qu'on a du mal à avoir les noms des décrocheurs avec les lycées. C'est pas très facile, mais on va avoir des jeunes qui n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas d'inscription, parce que les parents ne peuvent pas payer des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Hein. C'est 12 à 15 000 euros par an quand même, donc certains ne peuvent pas. Donc, ils cherchent la faculté sur des débouchés qui sont quand même pas très faciles. Il faut savoir que lorsqu'on a fait le forum de l'emploi, on avait emmené des casques virtuels dans lesquels il y avait 60 métiers, avec les fiches explicatives sur les métiers. Non seulement on les met en condition d'un métier qui pourrait les intéresser, mais on a réalisé à côté des fiches sur ce métier pour leur expliquer comment l'atteindre et où aller se former. Ben, c'est bien beau de leur dire, moi je veux faire ébéniste, hein, et puis quand il apprend qu'il faut aller à Paris Nord 2 pour trouver un centre de formation, enfin bref, sachez que tout ça, c'est important pour vos populations. J'essaierai de mettre le maximum d'offres d'emploi et de formation sur le site. Je les envoie à Julien pour le faire, parce que je pense que si vous avez des besoins, ça peut peut-être vous aider. En tout cas, pour répondre à des besoins ou des questions qui vous seraient posées. Deuxième point, le transport. On a obtenu d'avoir du transport à la demande pour les petites communes rurales que nous sommes. Pour une fois, on est à l'honneur et on nous a accordé, on avait tous ensemble, avec toute l'équipe des 8 ou 9, là, on avait fermé le syndicat que nous avions de transport parce qu'on n'avait plus d'argent pour le faire tourner. Et le département qui nous en donnait avait arrêté lorsqu'il a perdu la compétence transport. Là, on a obtenu gain de cause. Ça veut dire qu'au 4e trimestre 2025, on aura un transport à la demande avec des minibus de 9 places qui pourront ramasser dans nos communes à la demande, avec une plateforme de demande, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il faut penser que, par exemple, le mercredi midi, les jeunes qui veulent aller faire du sport ou qui ont des rencontres à l'usage, je ne pouvais pas y aller. Hein. C'était le vélo et le traverser de la Sèche. Je vous fais plein de dessins. Là, avec ce moyen-là, ils pourront y aller, ils pourront rentrer. Et tous les anciens ou ceux qui n'ont pas de voiture, que ce soit Goussainville pour le transport ou l'Usarche, pour aller chez le médecin faire des courses, etc., ce sera possible sur appel avec le prix d'un ticket normal. Donc là, on a à peu près terminé les demandes qui ont été validées. Et normalement, tout cela démarre. Enfin, je pense que septembre, on sera un peu en retard parce qu'on n'a pas fait la réunion publique. On la fera pour toutes nos populations en septembre. Mais je pense qu'en octobre-novembre, ce transport se mettra en place. Et je pense que pour nous tous, là, c'est quand même une évolution importante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci pour ce travail, Chantal. C'est très utile pour nos communes et on sait que le transport est un point sensible. On y reviendra après l'ordre du jour aussi. Est-ce qu'il y a d'autres vice-présidents qui souhaitent prendre la parole? Claude. C'est une information. Comme vous le savez, donc, la communauté de communes a fait l'acquisition
d'un double logiciel, WebPrev, donc pour faire de la prévision financière, et WebDebt. C'est des logiciels extrêmement intéressants. C'est pas simple à s'approprier, mais en tout cas Marie-Hélène Bezelga avec Céline, donc travaille sur, et avec moi bien sûr, on travaille sur cette projection financière. Une projection financière qui ira jusqu'en 2026 pour certaines opérations et jusqu'en 2027. Pourquoi ? Pour déterminer effectivement quels seront les besoins que la communauté de communes aura de 2026 à 2027. Compte tenu des nombreux projets que nous avons, je pense qu'il était important effectivement de pouvoir aligner les chiffres et savoir à quel moment nous aurons besoin de financement externe. Alors, je vous rassure, donc tout ce qui a été présenté en PPI pour 2025, bien sûr, est financé, soit est financé par des subventions, soit sur les fonds propres de la commune, puisque la commune a, à ce stade, suffisamment de fonds propres. Mais effectivement, il est important maintenant de faire cette projection à 2026 et 2027, parce que c'est vrai qu'on est quand même, quand on additionne tous les projets, c'est quand même quelques millions, et donc à un moment donné, il va bien falloir se poser la question comment tout ça sera financé. Voilà, donc en tout cas, il y a un très très gros travail qui est fait actuellement, qui est passionnant, et vraiment je remercie Marie-Hélène Bezelga, qui n'est pas là, mais en tout cas qui s'est approprié le logiciel, extrêmement intéressant, et j'espère que on pourra vous présenter donc, lors d'une prochaine commission des finances, une projection donc, financière à 2026 et 2027. Merci. Autre intervention ? Bien. Alors nous allons poursuivre et plutôt commencer notre ordre du jour. Donc vous avez reçu aussi la lecture, il vous a été proposé la lecture des décisions du président et des vice-présidents qui ont engagé des choses. S'il y a des questions particulières, vous le dites et je vous donnerai la parole. Oui ? Donc pas de questions. Donc je redonne la parole à Claude qui souhaite la reprendre. J'ai oublié un élément extrêmement important. Comme vous le savez, donc, nous travaillons aussi avec la commune de Luzarches pour intégrer le tourisme de Luzarches dans le périmètre de la C3PF. Actuellement, c'est un dossier qui avance et vraiment, je remercie Michel Mansou qui est vraiment acteur de ce dossier, qui nous tanne d'ailleurs, qui est un peu pressé, effectivement, pour qu'on passe aux actes. Mais en tout cas, c'est une volonté que nous avions depuis très très longtemps et c'est en train de se concrétiser. En tout cas, merci Michel, merci aux élus de Luzarches de voir effectivement le tourisme de Luzarches dans le périmètre de la C3PF. Oui, c'est une bonne chose. Alors, nous allons commencer par un point d'administration générale et qui concerne la recomposition du conseil communautaire. Ceci concerne la mandature 2026-2032 ou 2033. Vous savez que c'est éventuellement, donc, n'est pas encore voté, mais ça devrait se faire un mandat de 7 ans versus 6 pour des raisons de calendrier. Et au regard du Code général des collectivités territoriales, et notamment de l'article L 5211-6-1, donc nous devons appliquer des ratios, des pourcentages en fonction de l'évolution de la population. Nous concernant, nous avons aujourd'hui 42 conseillers communautaires. Il est question d'en rajouter un sur l'ensemble du périmètre intercommunal des 19 communes. Et ça concernera, selon les calculs savants qui ont été établis, je ne vous les repasse pas là parce que c'est assez compliqué. Ce sont des péréquations qui sont faites avec des quotas. Enfin, c'est assez étonnant, sauf si vous voulez vraiment qu'on le fasse. Mais après calcul réalisé par ces tableurs, la commune de Montsou bénéficiera d'un délégué communautaire supplémentaire, passant de 4 à 5. De fait, je vais rappeler pour chacune des communes la répartition finale. Donc, Asnières-sur-Oise, 3 délégués. Bailly-en-France, 2. Bellefontaine, 1. Bellois-en-France, 2. Châtenay-en-France, 1. Vous voulez que je vous rappelle la population en même temps Non, ça va. Chaumontel, 4. Épinay-Champlâtreux, 1. Genny-sous-Bois, 1. Lacy, 1. Le Plessis-Luzarches, 1. Luzarches, 6. Maffliers, 2. Marie-en-France, 1. Montsou, 5. Saint-Martin-du-Tertre, 3.
Seugy 1, Viarmes 6, Vilaine-sous-Bois 1, Villiers-Sec 1. C'est donc bien un total de 43 délégués. On revient comme en 2018. En 2018, c'était 43. C'est Montsou qui récupère donc un siège. Viarmes, vous voulez que je répète Viarmes 6. Vous perdez rien à Viarmes. Non, personne ne perd de... En fait, en 2018, il y avait, il y avait 7. Tiens, sinon les gens... En fait, il y avait 43 délégués dans la mandature qui a pris fin en 2020, qui faisait 43. Et Viarmes, à cette époque-là, avait 7. Et après cette mandature, le conseil est venu à 42, avec 6 et 6 Viarmes-et-Luzarches. Là, il remonte à 43, mais Viarmes-et-Luzarches reste à 6 et c'est Montsou qui passe à 5. Voilà. Alors, comme je le disais, c'est pas une décision, c'est pas un arbitrage de notre part, une décision unilatérale. C'est issu d'éléments de calcul qui sont faits par les services de l'État en fonction de l'indexation. C'est une indexation sur la population. Donc je porte aux voix. On doit voter ça, oui. Oui. Donc est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, donc nous serons, à partir, pour ceux qui seront autour de cette table, l'année prochaine, donc 43 conseillers communautaires. Oui, effectivement, le droit commun qui est appliqué. Il y avait d'autres options beaucoup plus nombreuses, mais qui avaient été écartées à chaque fois. Sinon, il nous faudrait des salles bien plus conséquentes que nous n'avons pas. Et donc, c'est le droit commun qui s'applique de fait. Voilà. Alors, je passe au point 2 qui concerne la modification de la composition de la commission d'appel d'offres de la communauté de communes. Donc, il s'agit là de d'actualiser en tout cas la commission d'appel d'offres, de la CAO, puisque nous avons eu la démission de Jacques Alati, c'est ça ? Et donc, il est proposé que... alors, il est proposé, nous avons la candidature de Gilbert Mougan en tant que titulaire qui était jusqu'à présent suppléant, et Véronique Magnier, donc actuelle maire de Seugy, qui serait suppléante. Donc, est-ce à moins qu'il n'y ait d'autres candidatures sur cette CAO? Si tel n'est pas le cas, je vous la soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Bien, merci. Dans la même veine, donc, de modification de la composition des commissions thématiques, et cette fois-ci, donc, ça concerne la commission, donc les commissions suivantes, donc commission administration générale, finances, contrôle de gestion. Donc nous y retrouverons donc l'inscription de Véronique Magnier. Commission tourisme et mobilité, Patrick Vincent, Véronique Magnier. Commission ressources humaines, Véronique Magnier. Commission développement économique, Philippe Magnier. Commission mutualisation, Véronique Magnier. Commission patrimoine et bâtiment, Philippe Magnier, Romain Rousset. Culture, Patrick Vincent. Commission sécurité générale, numérique VRD donc, et vidéoprotection, Romain Rousset. Enfin, la commission communication générale événementielle, Caroline Fernandez, donc tout ça pour la commune de Seugy. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est bien ça? Ok, donc je porte cette réactualisation aux voix. Est-ce qu'il y a... Alors... on va te demander de reposer la question dans un micro pour que tout le monde puisse entendre. Non seulement la salle, mais à l'extérieur. Non, je n'ai bien sûr rien contre les nominations, mais juste pour la bonne forme, dans la délibération, dans la liste des noms qui figurent dans les commissions, figure encore Jacques Alati. C'est juste pour la forme. Je ne sais pas si ça a une importance. C'était la CAO telle qu'elle était pour moi. La 12, par exemple. En fait, dans notre règlement intérieur et dans nos pratiques, on s'appuie sur le maire de la commune. De fait, Jacques Alati reste maire, enfin, pardon, lapsus non révélateur, reste membre du conseil municipal
de ce J. Et c'est en accord avec la municipalité qui reste membre de certaines des commissions, mais pas de toutes. Voilà, pour résumer, ça s'est passé comme ça avec les personnes intéressées. C'est pour ça qu'il apparaît dans certaines et pas toutes. Et le point était utile dans sa précision. Ok. On l'a voté? Oui. Non? Donc je porte voix. Contre? Abstention? Point voté, merci. Alors. Nous passons au point 4. Et je me tourne vers Gilbert Maugan, notre collègue qui est en charge des travaux, donc pour la sollicitation d'un contrat d'aménagement régional. Vous savez, le CAR, la région avec l'attelage région-département, tant qu'il dure. Et donc, Gilbert, si tu veux nous en dire un mot. Oui, donc par rapport aux travaux qui sont prévus et qui avaient été envisagés dans le budget, il a été demandé un quart pour obtenir des subventions, sollicitation d'un contrat d'aménagement régional entre la région Île-de-France, le département du Val d'Oise et la communauté de communes Carnel Pays de France. Donc ce quart permettra, les projets qui ont été proposés pour présenter ce quart sont le parking des mobilités durables à Vilaine-sous-Bois, le centre technique à Villers-le-Sec et le domaine de la Motte, les aménagements qui étaient déjà en cours et qui avaient été retenus dans le budget 2025. Donc pour la région Île-de-France, la subvention est de 30%. Pour ce qui est du parking mobilité durable, les dépenses retenues par la région Île-de-France sont de 978 959,30 €, pour une subvention sollicitée de 293 687,79 €. Sachant que pour le département, les dépenses retenues, il y a certains postes qui sont retenus par le département et pas par la région Île-de-France. Donc, ce qui fait que sur la dépense retenue, on est à 1 031 318,02 €. La subvention sollicitée, 15%, est de 154 697,70 €. Pour ce qui est du centre technique de Villiers-le-Sec, la dépense totale est de 338 143 €. Les dépenses retenues sont de 321 256 € pour la région Île-de-France, avec une subvention espérée de 96 378,80 €. Les dépenses retenues par rapport au Val d'Oise sont de 335 287,50 €, avec une subvention sollicitée de 50 293,13 €. Pour le domaine de la Motte, qui concerne les raménagements des tours, le théâtre de verdure, etc., 564 378,60 €. Dépenses retenues pour la région Île-de-France, 542 509,80 €, pour une subvention de 162 752,94 €. Pour le département du Val d'Oise, dépenses retenues 564 378,60 €, pour une subvention espérée de 84 656,79 €. Ce qui fait un total pour des demandes pour le quart de 1 933 839,62 €, avec des subventions, je ne vous détaille pas les sommes retenues par la région Île-de-France totale et par le département, mais une subvention sollicitée auprès de la région Île-de-France totale de 552 817,53 €. Pour le département, 289 647,62 €. À quoi il faut ajouter pour le parking modalité durable de Vilaine-sous-Bois, un cofinancement de l'État par le biais de la DSIL 2024, qui est d'ores et déjà notifié pour l'opération du parking favorisant la mobilité durable et complémentaire au tiers-lieu à Vilaine-sous-Bois, à hauteur de 10% du montant hors taxe de l'opération globale, soit 103 131,80
euros. Voilà, pour ce qui est du dossier pour le quart. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques Ferron. Oui, j'ai deux petites observations. Vous n'avez pas mentionné, enfin, sauf erreur de ma part, hein, j'ai lu mais j'ai pas vu, le reste à charge pour la C3PF, pour ce quart. Et deuxième observation, qui est plutôt matérielle, c'est page 1. Page 1 de la note de synthèse du projet d'aménagement pour la demande du quart. Donc c'est page 1, je vois dans le chapitre 1, au milieu du texte, après 3 principaux pôles d'activité, il est mentionné le parc de l'Orne et le secteur de la Croix-Verte aussi, mais il a été oublié de mentionner le village d'activité Morantin. Et c'est juste avant, enfin après Bello-Aviarn, parce que juste après, il est enchaîné Luzarches-Chaumontel, mais je présume que c'est pour cibler le village d'activité Morantin qui se trouve à Chaumontel. Donc c'est un petit oubli. Concernant la première partie de ta question, Jacques, ainsi, donc, le maître d'ouvrage, la communauté de communes Carnel Pays de France, financera sur ses fonds propres les 51,10% restants sur le cumul des trois opérations représentant 988 242,67 €, témoignant ainsi de la volonté affichée de voir aboutir ces projets structurants. Oui. Oui, je disais que ça, c'est mentionné sur la note de synthèse pour la demande de subvention du quart, mais ce n'est pas mentionné dans la délibération, le reste à charge. Voilà, c'est simplement ma petite réflexion. Hein. Ça ne change rien sur la forme, enfin sur le fond. Ok, on porte aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, s'il n'y a plus d'autres questions, on peut passer au vote. Qui vote contre la demande de quart? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tous les autres. Hein. Moi, je mets 2 voix. Hein. Ok, merci. Juste un petit focus rapide sur les subventions. Donc 2025, c'est déjà plus dur. Il y a un assèchement, il y a une contraction des subventions à tous les niveaux. La région, aux dernières nouvelles, faisait 650 millions d'économies, donc elle a beaucoup diminué ses subventions. Alors il y en a qui sont conservées, hein, comme le quart pour l'instant. D'autres ont disparu, tout simplement, et sèchement. Le département a dû, et vous savez, donc pour des contraintes de budget, sous tension, avec les DMTO qui peinent à remonter, même si on est dans les objectifs, mais qui peinent à remonter. Donc une obligation de réduire la voilure, tant sur le fonctionnement, mais surtout sur l'investissement. Donc ça se traduit par des reports de construction, par exemple, de collèges, hein, ou de rénovation, sauf quand c'est très urgent. Des abaissements des niveaux de subvention et des plafonds sur Val d'Oise Territoire, outil ô combien précieux pour nous, pour les communes, mais aussi sur d'autres aspects, notamment dans le fonctionnement. Donc c'est compliqué. L'État, de son côté, maintient à son niveau la DETR, mais elle était déjà dans un niveau très bas, c'est-à-dire autour de 3 270 000 €. Je rappelle que la DETR concerne les communes de moins de 20 000 habitants. C'est un outil très, très agile, très, très facile à utiliser. Et des communes de moins de 20 000 habitants, il y en a quand même beaucoup, hein, dans le département. Et ça fait 10 ans qu'on est sur la même enveloppe.
Donc à partir du moment où on a eu un niveau d'inflation qu'on a connu ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une érosion forte, et parallèlement à ça, on a vu le coût de la construction exploser, l'énergie, etc. Donc ça s'est diminué, néanmoins, ça s'est abaissé. La décile est calée sur 9,8 millions venant de beaucoup plus sur l'année précédente. Le fonds vert a été divisé par 2,5, donc ça devient très compliqué. Et au total, des investissements de la préfecture du Val-d'Oise, en fait de l'État, c'est 29,8 millions qui seront consacrés aux subventions en 2025. C'était plus de 50 en 2024. Donc ça veut dire que ça va être compliqué. Et 26, on nous annonce que ça va être encore plus compliqué. Okay, donc ça veut dire que, on y reviendra tout à l'heure, je vous ferai un focus sur la période préélectorale, mais pour ceux qui sont autour de la table et qui envisagent de mettre une liste en place, d'être prudent dans vos programmations de projets, parce que ça peut être un peu difficile sur les 3-4 années à venir. Quand on a 3 300 milliards de dettes, la chasse au moindre euro ne va pas durer 2 minutes. Elle va durer un bon moment. Donc ça veut dire que les collectivités vont devoir se débrouiller de plus en plus toutes seules. Je ne veux pas plomber la soirée, mais c'est une réalité. C'est ce qui va se passer. Bon, on sera amené à en reparler. Donc on a porté aux voix. Oui, ça c'est fait. Ok. On passe au point 5 et je vais redonner la parole à Claude Krieger. Ça concerne le reversement des attributions individuelles relatives aux compensations de la part salariale, donc la fameuse CPS, de la dotation globale de fonctionnement aux communes membres de la C3PF. Et ça concerne l'année 2025. Donc c'est une formalisation. On est collecteur et on renvoie. Donc ça, Claude va nous expliquer rapidement. Oui, donc c'est le même scénario, même montage que pour 2024, où effectivement c'était une nouveauté. Donc l'État maintenant ne verse plus cette dotation de compensation aux communes, mais la verse à la communauté de communes qui doit la reverser aux communes. Enfin bon, on ne comprend pas véritablement l'intérêt, parce qu'effectivement c'est des écritures comptables, c'est de la gestion. C'est vraiment, on peut se poser des questions. En tout cas, donc aujourd'hui, le montant à reverser, donc il est de 540 007 €. Donc c'est le montant total. Et donc il est prévu donc de le verser donc en juin à hauteur de 275 037, de 132 485 en septembre et en décembre de 132 485 pour arriver donc à un montant total de 540 007. Voilà, donc en fait vraiment c'est complètement neutre, si ce n'est que ça génère quand même beaucoup d'écriture comptable et de navettes entre les communes et la C3PF. Voilà. Enfin bon, de toute façon, alors, certains posent des questions en disant oui mais je ne comprends pas pourquoi telle commune a tant, moi j'ai tant, donc c'est un système encore très complexe qui est très ancien, qui mériterait largement d'être actualisé, et qui ne l'est pas. Donc ça crée évidemment un sentiment d'injustice, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire grand-chose. Donc vous avez le tableau pour chaque commune qui est joint dans vos documents de séance, avec la somme qui sera reversée par la C3PF à chacune des communes. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est effectivement c'est la seule commune qui n'en perçoit pas, donc c'est Maffliers. Certainement que Maffliers, Jean-Christophe, il doit savoir pourquoi, non D'accord. C'est la seule commune qui n'en perçoit pas. Mais tout de même, même si Maffliers n'a pas beaucoup d'entreprises, elle n'en a pas zéro. Donc c'est pour ça que les fichiers étant tellement anciens, il n'y en a pas zéro chez toi. C'est daté. Hein. Ouais, il y en avait zéro au moment où ils ont fait ce fichier. Il y en avait effectivement zéro peut-être au moment où le fichier a été fait, et dont acte que c'est zéro aussi. Après, je ne sais pas, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais on parle de quelques centaines d'euros quand on a 2-3... Ah, il y a Viarme à 98 656 oui, euros. Oui, mais Viarme a beaucoup de commerces. Cegy 12 729 euros. Cegy, moins de 1000 habitants. Enfin bon, oui. Enfin, au sens de... Enfin, voilà, donc mais c'est très étonnant. Hein. Très, très étonnant. Hein. Ouais. Enfin bon, donc c'est comme ça.
Ok. Bien, donc s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix donc qui est contre donc ce montant et cette répartition sur les mois de juin, septembre et décembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc Claude qui reprend son souffle et qui prend le point 6 également concernant le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Saint-Martin Histoire Patrimoine Territoire et donc qui sera prise sur le budget annexe tourisme. Oui, donc effectivement c'est une demande qui m'a été faite par Pierre Carlo Businelli il y a quelques temps déjà. C'est pour la signalétique de la Tour du Guet. Effectivement, donc la commune de Saint-Martin a demandé une subvention européenne. Mais pour obtenir cette subvention européenne, il faudrait qu'une collectivité, donc ou la commune ou la communauté de communes, effectivement, abonde, verse une subvention. Donc là, ce qu'il est proposé, c'est de proposer donc une subvention de 1 000 € qui serait prise sur le budget tourisme, reversée donc à Saint-Martin-du-Tertre pour lui permettre d'obtenir une subvention européenne, ce qui est a priori ce qui est assez compliqué. Voilà. Est-ce que Thierry, tu veux peut-être parler des travaux qui vont être faits sur la tour du Guet? C'est surtout tout ce qui est ouverture, là, c'est la tour du Guet, c'est une vraie passoire, et puis au rez-de-chaussée, il y a quand même pas mal de travaux pour le rendre conforme à ce que peut attendre un touriste qui visite le coin. Et pour notre commune, on a décidé de compléter à 500 €, donc ça fera 1 500, avec un effet de levier, dont je n'ai pas le détail, mais qui permet d'avoir plus de 4 000 €, je crois. D'accord. Ça. En tout cas, Saint-Martin, et vous avez des chasseurs de subventions, c'est bien, hein, franchement, parce que c'est que du Pierre recrutement. Carlo, régulièrement, il toque à la porte pour demander, une subvention, c'est normal, hein, en plus, ça valorise la commune, et puis ça valorise aussi le tourisme et la Tour du Guet. Hein, donc, oui, c'est comme un... oui, bien sûr. Un monument emblématique de la commune. Exactement, et je pense tout que à fait, oui. même au sein du territoire, c'est quand même quelque chose sûr. qui est connu. Hein. Exactement. Une info, 2 juillet. Ça passe en commission du programme leader le 2 juillet. Donc tu seras l'avocat de la commune de Saint-Martin pour obtenir sa subvention. Comme je l'ai été pour Yarm. Il ne m'a pas remercié le nombre. Très bien, donc je mets aux voix qui est contre le versement d'une subvention de 1 000 € à la commune de Saint-Martin. Association. À l'association, oui, c'est l'association, c'est pas la commune, c'est l'association, mais la commune est très impliquée dans l'association quand même. Oui. Mais effectivement, il faut le préciser. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au point numéro 7 qui nous permet de reparler de tourisme, en tout cas de continuer. Il s'agit de la modification du barème des hôtels de tourisme 4 étoiles applicables sur le territoire à compter du 1er janvier prochain. Donc ça fait beaucoup réagir, donc je repasse la parole à Claude. Oui, alors à ce sujet, sur proposition de l'association OTC, donc on avait effectivement révisé les tarifs de la taxe de séjour. Effectivement, on a augmenté les tarifs de la taxe de séjour puisque pour la partie en pourcentage, on était à 2,5, à 1%, on est passé à 2,5. Hein, donc on était à 1%, on est passé à 2,5. Et on a augmenté toutes les catégories d'établissements. Mais il y a une catégorie qui a été particulièrement impactée, c'est la catégorie des hôtels 4 étoiles. Et donc j'ai assisté ou participé à une réunion avec les hébergeurs, il y en avait très peu d'ailleurs, à Maffliers. Et le directeur de l'hôtel Maffliers nous a passé une chasse, effectivement, on a dit que c'était effectivement tout à fait anormal d'augmenter à ce point, parce qu'on passait de 2 € à 2,60 €. On se retrouvait donc pratiquement au même niveau que les hôtels parisiens. Et il y a quand même la concurrence de l'Oise juste à côté qui n'est pas impactée, puisqu'en fait tout ça résulte de l'augmentation, enfin de la création, c'est même pas la création d'une taxe Île-de-France Mobilité de 200% qui s'applique sur l'assiette que nous avons votée. Donc effectivement, c'est assez étonnant. Donc vous avez la part C3PF,
la part du département de 10%, la part de la région de 15%, et là-dessus, on a rajouté donc Île-de-France Mobilité à hauteur de 200%. Ce qui faisait effectivement, c'est que les 4 étoiles payaient en fait le client, donc à la nuit, donc par personne et par jour, payait 8,45 € par jour et par personne. Et donc ça représentait une augmentation de 30% par rapport au tarif précédent. Donc moi je ne suis pas resté sourd à ces demandes, et donc j'ai proposé en commission de tourisme de revoir donc, la tarification pour la seule catégorie 4 étoiles, et donc d'appliquer et de proposer un tarif non pas de 2,60 mais de 2,40 €, ce qui fait une augmentation, quand même une augmentation, et un manque à gagner de l'ordre de 6 000 € pour la C3PF, à périmètre comparable. Voilà, c'est la seule modification que l'on doit faire donc, sur la grille, et ça c'est bien sûr la taxe de séjour pour 2026, puisqu'effectivement elle entrera en vigueur uniquement en 2026. Est-ce que vous avez des questions? Mais c'est vrai que c'était un peu brutal, parce que tout ça, cette taxe Île-de-France Mobilité de 200%, elle a été décidée sans concertation avec les hébergeurs, sans concertation avec les chambres hôtelières, para-hôtelières, etc., etc. Et personne, effectivement, est monté au créneau pour... Mais bon, de l'autre côté, c'est vrai qu'on est quand même dans une région où on voit bien, il y a beaucoup de travaux de transport qui sont faits. Quand on va aujourd'hui à Roissy, on construit des lignes de partout, donc forcément, tout ça, il faut le financer. Donc on peut comprendre, mais je trouve que la méthode est un peu brutale. C'est une des raisons qui fait que Chantal est montée au créneau sur Île-de-France Mobilité. Pas la raison principale, évidemment, mais ça a permis de négocier aussi avec Île-de-France Mobilité ce TAD, puisqu'ils sont dotés de moyens nouveaux, finalement. Et donc, on a un degré d'exigence en termes de mobilité qui est devenu plus important. Et donc, Chantal l'a exercé, et ça nous a permis de pouvoir obtenir la ligne à laquelle elle a fait référence tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Donc Chantal, effectivement, a appuyé ses arguments aussi sur cette taxe Île-de-France Mobilité de 200%. C'est vrai que c'est pas neutre. Mais c'est vrai que pour une collectivité qui n'aurait pas créé de taxe de séjour, il n'y aurait pas de taxe de France, Île-de-France, il y aurait Île-de-France Mobilité. Donc en fait, quelque part, on se pénalise soi-même, mais bon, voilà. En tout cas, c'est fait. Je pense que malheureusement, cette taxe de 200%, je ne pense pas qu'elle baisse, je ne pense pas qu'elle soit supprimée. Au contraire, je pense qu'elle sera pérennisée. Voilà, donc je mets aux voix qui est contre donc, la révision du tarif donc, pour les hôtels de catégorie 4 étoiles, de passer de 2,60 à 2,40 € par personne et par jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Claude. Nous allons passer à l'environnement avec le point 8 qui concerne la signature d'une convention de partenariat pour l'étude d'un projet solaire photovoltaïque au sol sur le parking des mobilités durables à Vilaine-sous-Bois. Donc je passe pour ça la parole à Jean-Marie Bontemps, VP Environnement. Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Gilbert en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le cadre de la demande de CAR. Il s'agit de l'opération, d'une part, de construction d'un tiers-lieu inclusif et multi-activités, et surtout, en ce qui nous concerne là, du parking complémentaire à Vilaine-sous-Bois. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais d'autre part, on a une loi climat et résilience qui oblige les entreprises et les collectivités à s'équiper d'ombrières photovoltaïques si l'emprise au sol de leur zone de stationnement excède les 1500 mètres carrés. Le parking complémentaire dont il est question dépasse ces 1500 mètres carrés. Nous sommes donc tenus de recouvrir le parking d'ombrières photovoltaïques. Et pour cela, alors évidemment, ça permet aussi de progresser dans nos objectifs qui ont été définis par le PCAET et par le contrat d'objectif territorial. Mais ça, c'est une conséquence, dans la mesure où l'obligation existe par la loi. Et dans ce contexte,
la communauté de communes Carnel Pays de France s'est rapprochée du CIGEF. Le CIGEF, c'est un syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, syndicat auquel 5 communes de la communauté adhèrent depuis de très nombreuses années, afin de mener à bien un projet de production d'électricité solaire photovoltaïque sur le parking complémentaire au tiers-lieu à Vilaine-sous-Bois. Vous avez lu la convention qui était dans le dossier qui vous était soumis, et vous vous êtes bien aperçu qu'il s'agit de la première convention, qu'on en aura une seconde dans un deuxième temps, ce qui est logique puisque c'est une seconde. Là, c'est une convention qui concerne toutes les études de faisabilité de ces ombrières sur le parking. Et la deuxième concernera, mais ça on le verra dans un prochain conseil communautaire, l'édification de ces ombrières. Là, pour ce qui concerne les études, vous avez remarqué que l'ensemble des dépenses est prise en compte par le CIGEF, que la seule obligation que nous avons, nous, C3PF, c'est de donner un certain nombre d'autorisations et de fournir un certain nombre d'imprimés, mais nous ne dépensons pas un seul centime d'euro dans cette convention. La seule possibilité où on aurait à payer quelque chose, quand je dis nous, c'est la communauté de communes, c'est si les études préalables concluaient à la faisabilité du projet, mais que nous confierions cette réalisation à quelqu'un d'autre que le CIGEF. Et je ne vois pas pourquoi on se compliquerait les choses, puisque, y compris dans cette deuxième étape, le CIGEF prendrait l'intégralité des dépenses. Mais nous y reviendrons, puisque c'est l'autoconsommation de l'électricité fournie entre la communauté de communes et un certain nombre de communes qui se sont portées candidates. Mais ça, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, la seule convention que nous vous soumettons à votre avis, enfin à votre vote plutôt, c'est pas votre avis, c'est de savoir si vous êtes d'accord pour confier toutes les études préalables au CIGEF, sachant que le CIGEF prend en charge l'intégralité du coût de ces études. En quoi est-ce que tu sais en quoi consistent ces études préalables? Parce que les ombrières, c'est quelque chose qui est... je ne connais pas le sujet, mais c'est quelque chose qui est posé sur un parking, voiture dessous, comme leur nom l'indique, ombrières, donc avec des panneaux photovoltaïques dessus. En quoi consistent les études préalables qui sont encore une dépense, même si elles sont faites par le CIGEF? Finalement, c'est un syndicat qui est financé par de l'argent public aussi. En quoi elles sont indispensables pour savoir si on peut mettre des ombrières sur le sol? Ce sont tous les calculs préalables. C'est financier peut-être uniquement. Oui, c'est toujours marché. C'est effectivement, il y a un aspect financier, mais il y a surtout toutes les études préalables sur le calcul pas de la consommation, mais de la production d'électricité que ça va permettre en fonction du nombre des ombrières. On a par exemple été... on est amené à diminuer le nombre de places de parking initialement prévues de 7 places, parce que les ombrières, il faut bien qu'ils soient sur des poteaux, et que l'ensemble des poteaux qui vont permettre de soutenir les ombrières nous font perdre 7 places de parking. D'autre part, il y a un autre domaine dans lequel il faut étudier, ce sont toutes les mesures de précaution pour éviter que les ombrières soient détériorées. Et donc il y a toute une série, on pense évidemment aux caméras tout de suite, sauf que il s'avère... Comment ?
Non, il s'avère, non, mais c'est pas eux qui les mettront, mais les études sont faites, et il s'avère quand même qu'on ne peut pas mettre les caméras n'importe où, n'importe comment, et que c'est vraiment très délicat. Hein. Donc c'est toute une série d'études qui vont être faites pour permettre la création de ces ombrières sur le parking attenant au tiers-lieu. Vraiment, sans rien y connaître, j'aimerais avoir, j'insiste sur mon mauvais esprit, et encore des études pour vraiment, on se demande pourquoi il faut encore payer, je ne sais pas combien de sous, d'argent pour des études comme ça. Les ombrières, on les met au sol, mettre des ombrières au sol, c'est mettre une semelle de béton, ça peut se faire à peu près partout, quelle que soit la compacité du sol, et le production d'électricité au mètre carré, ils le savent aussi. Enfin, je trouve ça bizarre, mais mauvais esprit pur et simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Enfin, moi, je voudrais quand même qu'on soit clair. Les ombrières, là, aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est les études sont prises en charge par le syndicat de l'électricité. La réalisation est prise en charge par le syndicat de l'électricité. La maintenance est prise pendant 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement, par le syndicat. 20 ans. Il n'y a rien à payer. Donc, c'est un peu compliqué. Tout ça, Gilbert, tu le payes dans le prix final. Ce qu'il faut dire aussi, tu le payes quelque part. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on ne fait pas les ombrières, on est, par la loi qu'a cité Jean-Marie, obligé de végétaliser le parking. Et si on végétalise le parking, c'est à notre charge. Donc c'est des coûts supplémentaires pour la C3PF. Mon propos n'est pas de ne pas faire d'ombrières. Mon propos, à chaque fois qu'on fait un projet, les communes, on est entouré d'études qui coûtent un prix de fou. Et c'est juste les études. Je questionne sur les études, pas sur le projet lui-même. J'ai rien contre. Non mais là, les études, là, elles sont prises en charge par le syndicat. Elles ne sont pas du tout à la charge de la C3PF. Je vous rappelle quand même que la convention qu'on soumet à votre vote concerne uniquement les études. Hein, et qu'on reparlera une fois que le résultat de ces études sera positif, ce qui est excessivement probable, hein, eh bien, on reparlera d'une autre convention pour la création de ces ombrières qui, comme vient de le dire Gilbert, seront prises en compte complètement par le CIGEF, avec l'entretien pendant 20 ans et la vente de l'électricité consommée à la C3PF et aux communes candidates à un tarif fixé lors de la convention et bloqué pendant 20 ans. Éric souhaite prendre la parole. Oui, juste pour préciser le propos de Jean-Marie. En fait, l'étude, elle porte plus sur le côté économique des ombrières, c'est-à-dire ils savent combien ils vont créer d'électricité, comme tu le disais. Par contre, ils veulent avoir l'assurance qu'ils puissent réinjecter cette électricité et nous la vendre à nous à un tarif précis. Sachant que l'excédent, ils seront obligés de leur vendre à EDF à un prix dérisoire. Donc leur étude porte surtout sur leur viabilisation économique du projet pour le faire gratuitement à la C3PF. Parce que non, enfin ça c'est dans le cadre de la deuxième. Tu as raison, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça sera le deuxième volet, cela, hein, de la convention. Mais les études vont porter là-dessus, tu as raison. Hein. Mais nous, on va conventionner là-dessus dans le deuxième temps. Hein. Mais enfin, manifestement, il faut effectivement que, dans les discussions qu'on a eues, il faut que la consommation que nous leur proposons atteigne au moins 80% de la production. Or, tout ce qui a été fait très rapidement, pour le moment, hein, nous emmène au-delà de ces 80%. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est très probable que le résultat de ces études sera positif, mais il faut d'abord faire les études, évidemment. Alors Claude et Thierry. Oui, si je reprends l'article 3, donc l'article 3, c'est la prise en charge du coût des études. Il est bien indiqué que le CIGEF finance l'intégralité du coût des études de faisabilité de projet sous réserve que celui-ci assure la phase d'exécution. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que si la conclusion, c'est la conclusion des études était positive, mais que pour une raison X,
nous décidions de ne pas confier au CIGEF la réalisation, dans ce cas-là, c'est la seule raison qui nous pousserait à devoir verser, à rembourser le coût des études. Thierry. Non. Oui, ce que j'ai compris, c'est on peut être sûr de rien, mais a priori, si on ne le fait pas, ça risque de nous coûter plus cher. Ah bah oui, forcément. Voilà, il est évident que le CIGF, ça reste un syndicat, il n'est pas là pour se faire de gros bénéfices, mais il n'est pas là pour travailler à perte non plus, quoi. Non, mais le CIGEF, n'importe comment, et ça a été développé dans tous les conseils syndicaux du CIGEF depuis 2-3 ans, hein, rentre dans ses sous. Hein, et il compte effectivement sur la vente de l'électricité pendant 20 ans pour compenser les dépenses qu'il aura faites. Il amortit, oui, c'est normalement. C'est comme ça qu'il a fixé le prix du kilowattheure. La seule question qui se posait, c'était est-ce qu'on va utiliser suffisamment de kilowattheures quand ils les produisent? Pardon. Oui, la question que l'on se posait. De toute façon, eux, ils font un investissement. Ils se mettent sur 20 ans, ils regardent combien ça va leur rapporter, ils définissent à partir de là le prix du kilowattheure. Dans ce calcul de kilowattheure, pour que ce soit rentable, ils ont expliqué qu'il fallait 80% de consommation. Or, les ombrières produisent le plus en été quand il fait chaud, au moment où on n'a pas forcément dans les communes besoin. Et le tiers-lieu ne suffira pas à utiliser suffisamment d'électricité. Donc ils ont fait des calculs au quart d'heure, mais ça ils les ont fait. Ils nous ont dit que ça passait. Ils ont fixé le kilowattheure à 15 centimes, bloqué pendant 20 ans. Nous on a regardé les prix, etc. On est gagnant, on prend, on n'est pas gagnant, on ne fait pas les ombrières. Hein. Des deux côtés. Parce qu'eux ils investissent, mais nous, il y a un engagement de la communauté de communes et des communes autour pour faire le plein, de payer ce prix-là pendant 20 ans. Mais là ça passe, quoi. Peut-être d'ailleurs que les études sont faites en interne. Comment ? Peut-être que le CIGEF fait les études en interne. Il n'est pas dit qu'ils font appel à un cabinet d'études. Peut-être qu'ils ont les équipes pour et en fait, ils ne veulent pas faire du travail inutile. C'est peut-être ça aussi, hein, je ne sais pas. Possible, oui. Oui, oui. Et si j'ai bien compris, il faut que la distance entre le point de consommation et le point de production soit de 10 km, c'est ça? De 10 km, mais à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Hein. Ça veut dire que, d'une part, c'est vrai que je crois que ça a changé et qu'il y a pu, et que n'importe comment, même quand il y avait les 10 km à vol d'oiseau, ça couvrait l'ensemble de la communauté de communes. Donc, le problème n'existe plus, mais même quand il existait, ça ne créait pas de difficulté. Bien, je soumets donc cette convention pour autoriser le président à la signer. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Tu t'abstiens? Ouais, je m'abstiens. Merci. Merci beaucoup. Donc, à l'unanimité, moins une abstention. Alors, nous avons... Comment? Nous passons maintenant au point 9 qui concerne la culture. Il s'agit de signer un contrat territoire lecture pour la période 2025-2028 entre l'État, le département du Val d'Oise et la communauté de communes. Donc pour ça, je passe la parole à Jean-Noël qui va nous expliquer tout ça. Oui, tout simplement, au regard du projet de contrat tripartite entre l'État au travers du ministère de la Culture, la DRAC Île-de-France, le département du Val d'Oise et la C3PF, un contrat de territoire de lecture est un dispositif de partenariat pluriannuel entre l'État, le département et la collectivité destiné à promouvoir les actions en faveur du développement de la lecture et à réduire les inégalités d'accès à la culture. Donc la communauté de communes souhaite, 6 ans après la constitution du réseau des bibliothèques, poursuivre et intensifier les politiques à l'œuvre dans le domaine de la lecture publique, qu'elle entend favoriser la synergie entre les actions existantes et proposer des nouvelles pistes d'action visant à développer la lecture publique sur le territoire. Les principaux objectifs retenus par le CTL, c'est structurer l'action du réseau de lecture publique pour adapter l'offre et les services à la population du territoire, améliorer l'accès pour tous à la lecture et aux pratiques culturelles sur l'ensemble du territoire et développer la mutualisation des ressources et des pratiques pour renforcer l'attractivité des bibliothèques du réseau.
Le soutien de l'État au travers de la DRAC s'engage à subventionner une démarche de projet dans le cadre du CTL sur la période 2025-2028 à hauteur de 50% du coût total des actions prévues en fonctionnement dans le cadre de ce CTL, soit une dotation prévisionnelle minimum de 25 000 € par an pendant 4 ans, à compter de la date de la signature de cette convention. Donc on rappelle simplement les crédits de la première année 2025 seront utilisés pour l'année 2025 à 2026 et ainsi de suite jusqu'à 2029. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes du contrat territoire lecture entre l'État, le département du Val d'Oise et la C3PF et autoriser le président ou son représentant à signer ce CTL ainsi que tous les documents afférents nécessaires à sa bonne exécution et notamment l'attribution et l'encaissement des subventions pour 4 ans. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc approuvé à l'unanimité. Merci Jean-Noël. Maintenant, je vais passer la parole à Christiane, qui va évidemment nous parler de ressources humaines. Eh bien là, nous sommes sur le règlement de formation. Je vous rappelle le droit à la formation de tous les agents tout au long de leur vie professionnelle, qui est reconnu dans les statuts de la fonction publique. Ce règlement de formation présente les règles applicables en matière de formation, bien sûr, pour le développement et l'adaptation des compétences. C'est un avis, il a été écrit par les différentes commissions de l'ACC et du CIAS, qui a été fait lors du 23 janvier 2025. C'est un document qui a été validé aussi par le comité social territorial du CIG qui est au mois de mars. Et pour les points traités suivants, qui sont la formation statutaire obligatoire, bien sûr, la préparation au concours de la fonction publique territoriale, les formations personnelles et professionnelles, les stages proposés par la CNFPT, les formations en interne pour des thèmes spécifiques ou en partenariat et en mutualisation avec d'autres collectivités, et l'éventuel recours à des formations privées diplômantes ou certifiantes. Ça fait quand même un document assez épais qui est consultable bien sûr et qui est présenté, qui vous a été présenté et qui doit permettre au président de signer toutes les demandes qui pourraient y être afférentes, sachant que c'est aussi un document qui est connu et qui était présenté à tous les agents de la C3PF. Donc je vous demande si vous êtes OK pour... Si d'abord il y a des questions, ou si on peut passer au vote pour pouvoir approuver ce règlement de formation. Pardon ? Oui, Christophe me rappelle que bien sûr ce règlement il sert de préalable au plan de formation qui est établi chaque année pour tous les agents au moment de leur évaluation professionnelle pour faire suite à leurs demandes exprimées pendant ce temps particulier. Et qu'avant d'aller chercher des formations chez des privés, on fait d'abord CNFPT avec tout ce qu'il y a de possibilités, voire même des formations, comme je le disais, en interne, voire en mutualisation avec différentes collectivités, parce que c'est aussi l'intérêt. On le fait à tous les niveaux et ça permet d'être assez, d'avoir un panel assez large du coup de ce programme. Pas d'autres questions ou interventions, donc je vous propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, au travail pour établir ce plan de formation à tous les N+1 de la maison. Merci Christiane. Tu vas garder la parole puisqu'on va évoquer la modification du tableau des effectifs comme on a l'habitude de le faire régulièrement. Alors, cette modification demandée sur le tableau des effectifs concerne un remplacement pour effectuer les missions d'instructeur du droit des sols pour un agent qui part en retraite au 1er septembre 2025. Je crois que Patrice vous dirait un petit mot sur
sur Marilyn, puisqu'il s'agit d'elle, Marilyn Le Gall, qui a œuvré depuis plusieurs années maintenant. Tu veux le dire maintenant ou tu veux le faire? On va le faire dans la foulée. Donc, Marilyn a principalement eu une carrière publique, dans le public, de 91 à 2013. Elle a travaillé dans les Yvelines, dans la mairie de Issou. Je ne connais pas, je ne sais pas où c'est, mais voilà, le nom est sympa. 2013 à 21, elle est arrivée à l'Usarche. Et de 21 jusqu'au 1er septembre prochain, date de son départ effectif, elle a intégré le service urbanisme de la C3PF. Et c'est quelqu'un qui travaille bien, quelqu'un qui a un bon esprit, quelqu'un que nous apprécions. Et c'est un sentiment partagé pour avec ceux qui travaillent avec elle. Donc nous tenons collectivement à la féliciter et de lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle vie. Elle habite à Nire-sur-Oise, elle a 3 enfants, elle part travailler en Vendée. Et voilà, donc comment ? C'est la retraite. Voilà, donc alors c'est peut-être pas travailler, mais comme quoi elle doit faire beaucoup plus jeune que son âge, alors probablement. Donc, et tant mieux pour elle. Voilà, non, mais elle est réellement, voilà, c'est quelqu'un de très sympathique. Donc, oui, c'était un élément très fiable de l'équipe. Il nous faut donc prévoir son remplacement par une titulaire contractuelle d'une commune de l'ACC, que je remercie vivement, pour un contrat de 3 ans renouvelable par reconduction express. Pour un agent de catégorie C, au grade d'adjoint administratif principal première classe. On a en fait besoin de créer, dans la petite colonne que vous avez tout à droite, on a en fait besoin de créer un poste pour pouvoir l'accueillir à partir du 11 juin, sans quoi on n'aurait pas pu l'accueillir. Et ce poste, il disparaîtra de lui-même au moment où Marilyn s'en ira, puisqu'en fait, c'est simplement pouvoir permettre cette jonction et ce tutorat entre les 2 agents pour les retraites. Donc, vous dire que les crédits nécessaires à ces rémunérations seront inscrits au budget principal, bien sûr, au chapitre et articles prévus à cet effet, et que de prendre toutes les missions rendues nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Pardon ? Est-ce qu'il y a des questions, des points qui n'auraient pas été, qui demandent des éclaircissements ? Non ? Alors, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour ce remplacement et l'arrivée de cette nouvelle, et bonne route à Marilyn. Merci, Christiane. Alors, l'ordre du jour, donc lui, est terminé. Moi, j'ai noté un certain nombre de points. Je voudrais juste vous faire une petite présentation ou ouvrir une parenthèse sur la période préélectorale. Puisqu'on m'a demandé de faire le tour au titre de l'Union des maires sur dernières semaines. Je suis allé à la rencontre d'un certain nombre de maires sous format interco ou association de maires qui me questionnaient. Donc j'ai préparé des éléments et je vais vous en donner quelques extraits, puisqu'en fait il est intéressant de savoir, puisqu'on ne va pas se revoir avant quand même, avant la période préélectorale. La période préélectorale, elle va débuter le 1er septembre. Pourquoi le 1er septembre ? Puisque ça démarre officiellement avec un rétroplanning de 6 mois à partir du premier jour du mois concerné par l'élection, le renouvellement des équipes. Donc comme ça se passe en mars, même si aujourd'hui on n'a pas les dates précises, on sait que ce sera en mars. Donc on part du 1er mars et on applique un rétroplanning de 6 mois, ce qui nous amène au 1er septembre. C'est la raison pour laquelle je voulais vous donner quelques éléments, puisqu'on dans ce format-là, on ne se reverra pas avant. La communication en période préélectorale, de quoi s'agit-il en fait ? Ce sont évidemment des règles qui sont régies par des communications institutionnelles. Et donc, on doit demeurer légitime dans sa façon d'aborder cette communication. Et en même temps, c'est un outil de promotion électorale au profit des élus qui sont en place. Alors,
Je vais développer un petit peu. Ça concerne tout le monde, les communes, les départements, les régions, les EPCI et évidemment les CCAS, puisque les maires en sont présidents ou leurs représentants. Mais en tout cas, ce sont des élus. Là où on doit porter une attention particulière, ce sont nos bulletins d'information, les différents flyers qu'on utilise, les discours qu'on va être amené à faire. Je reviendrai sur les vœux tout à l'heure. Les cérémonies publiques, enfin les sites internet, tout ce qui est prise de parole d'un élu en situation d'être perçu comme étant en campagne et donc l'interprétation qu'on peut en faire. Il y a des garde-fous. Lorsqu'un juge administratif, le tribunal administratif, examine les communications lorsqu'il y a un recours, il applique quatre principes. Pardon. La neutralité, l'antériorité, la régularité, l'identité. De quoi s'agit-il? Donc en termes de neutralité, c'est le point le plus important. Le message diffusé doit être strictement informatif, factuel et surtout éviter de faire mention, même indirectement, du prochain scrutin. Et conserver un ton neutre et sans prosélytisme électoral, pour reprendre les mots du texte. Éviter toute propagande ou polémique électorale. Donc c'est l'action de communication qui doit correspondre à une pratique antérieure. Par exemple, si vous avez l'habitude d'organiser des vœux et que vous faites vos vœux, vous faites vos vœux. Tout ce qui s'inscrit dans une intériorité et qui se renouvelle est tout à fait normal, logique. En même temps, si vous avez un maire à côté qui n'a jamais fait de vœux et qui se met à en faire avec un format dingue, là, c'est considéré comme étant anormal par rapport à l'antériorité. Si un maire fait d'habitude ses vœux en invitant une centaine de personnes, et que là il y a 500 personnes avec quelque chose de très, très différent, ça peut être un problème. Donc c'est ces choses-là qu'il faut avoir en tête, c'est que l'important c'est de s'appuyer sur cette habitude de fonctionnement et d'éviter de faire allusion au scrutin à venir. Se mettre en valeur en disant, ou un représentant du maire ou lui-même, qui ferait partie de l'équipe de campagne, de dire le maire, avec sa grande bienveillance et son réseau exceptionnel, est parvenu à obtenir 80% de subventions sur un projet massif, structurant, etc. Donc dans cette période du 1er septembre jusqu'à l'élection, il s'expose quelque part à des sanctions s'il y a des recours. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Mais pour ceux qui se posaient la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? On a le droit de faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. C'est assez simple, finalement. C'est pas compliqué, c'est pas dogmatique, il n'y a pas quelque chose, puis c'est pas manichéen non plus, c'est pas rouge, blanc ou noir, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, l'action de faire, avec cette antériorité à laquelle je fais référence. Sur les supports de communication, c'est pareil, exactement pareil que sur les vœux. Si vous faites un bulletin tous les 2 mois, et que vous en faites 4 dans le mois qui précède, j'exagère, hein, le scrutin, et ben là vous êtes dans des choses qui sont anormales, évidemment. On peut s'en rendre compte facilement. Voilà, et puis évitez de changer votre façon de communiquer. Si vous avez une toute petite photo et que vous mettez une grosse photo, si vous avez un petit logo de votre campagne qui devient très gros, si vous avez tout ce qui est changement peut être qualifié d'anormal. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a quand même des sanctions, hein, l'annulation du scrutin, voire l'inéligibilité, réduction du remboursement ou rejet des comptes de campagne pour les communes de plus de 9 000. Quant au pénal, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Il faut le savoir. Et là, en termes d'exemple, le législateur nous donne des éléments. Donc la diffusion, qu'est-ce qui a été sanctionné, par exemple? 3 exemples qui ont été sanctionnés lors du précédent scrutin. La diffusion durant la période préélectorale de 4 éditions spéciales du magazine municipal, je vous en parlais à l'instant. Donc ça a été vu, ça a été sanctionné. Hein, donc c'était à... je ne sais plus où, donc ça a été jugé par Briançon. L'inauguration d'une bibliothèque municipale en présence d'un ministre.
hein, c'était 2 mois avant l'élection. C'était en 97, mais 2 mois avant l'élection. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se demande pourquoi le ministre était là d'avant, parce qu'il a aussi les mêmes devoirs de réserve. Mais il suffit que dans un département, il y ait un ancien maire qui soit devenu ministre et par amitié, pour le maire qui connaît bien de son ancienne circo, je ne sais quoi, s'il était député, eh ben, il vient, mais il n'a pas fait gaffe que... voilà, et donc, paf, c'est l'annulation d'élection. Organisation d'une cérémonie de vœux d'une ampleur particulière, je vous l'ai dit aussi. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc ça a été sanctionné, c'est des vrais exemples, pas de la théorie. Maintenant, quelques exemples de ce qui n'a pas été sanctionné, ce qui a été soumis à un dépôt de recours, mais qui n'a pas été sanctionné. La mise en place de panneaux annonçant la réalisation de travaux publics, et ce, même s'il n'y a aucun précédent. Oui, il se peut que pendant 5 ans, il n'y ait pas eu de travaux, mais que là, il y a des travaux, et on est obligé aussi d'annoncer les financeurs, hein, départements, régions, communes, etc. Donc ça, c'est normal, c'est de l'information. C'est pas de la publicité. C'est pas considéré comme étant intégrable à la campagne. Donc le contenu informatif de l'initiative de sa justification par l'événement générateur que constitue le début des travaux suffisent pour garantir sa légalité sur le plan du droit électoral. L'éditorial du maire ayant une longueur supérieure à la longueur habituelle. Là, on peut se dire, tiens, il n'y a pas une suspicion. Non. S'il faisait 20 lignes, il en fait 40, à partir du moment où il reste dans cette neutralité à laquelle je faisais référence il y a un instant, il n'y a pas de problème, il peut avoir plus de choses à dire, parce qu'il s'est passé plus de choses, parce qu'il y a plus de choses à dire, le contexte ou je ne sais quoi. Mais tant que ça ne fait pas référence à lui, son équipe et à ce qu'il porte comme ambition, ça n'est pas considéré comme étant une erreur. Ou encore des articles parus dans des bulletins d'information générale de la commune faisant état de diverses réalisations récentes de la municipalité. Non, c'est pareil. S'il y a déjà eu cette habitude-là, parce que vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez continuer à le faire. Voilà. Je trouvais qu'il était intéressant de le porter à votre connaissance, parce que c'est toujours un peu cette frontière, on ne sait pas bien où aller parfois. Donc si vous voulez, je vous ferai passer le PowerPoint, mais bon, l'Union des maires est là aussi pour vous renseigner sur ces aspects-là. Je crois qu'il y a une formation de l'Union des maires absolument. Qui est programmée. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai inscrit des membres de l'administration. Donc très intéressant, effectivement. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire, c'est un bon réflexe. Ok, des questions par rapport à ça? Non, c'est clair? N'hésitez pas, hein, si toutefois il y en avait. Vous pouvez m'appeler. Christophe sait répondre à ça aussi. On a déjà parlé il y a quelques années. Laure. Oui, Marie-Laure, je t'en prie. Comment ça va se passer pour ce GIN? On n'a pas d'antériorité parce que la maire vient d'être élue au mois de mars. Par exemple, on faisait plus de cérémonie des vœux depuis le Covid. Et là, comme elle vient d'arriver, elle aimerait bien en faire une. Qu'est-ce qui va se passer? Elle peut ou pas? À partir du moment où elle fait on ne fait pas référence à l'antériorité puisqu'il n'y en a pas. Mais là, oui, c'est pas parce qu'elle n'a pas fait le choix de ne pas en faire. C'est parce que elle n'était pas maire à ce moment-là. C'est ça. Qu'un maire décide d'adresser ses vœux à sa population, ça me semble possible. Je le vérifierai quand même. Ça me semble possible, en condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de mise en valeur de l'équipe municipale portant à confusion sur le scrutin à venir. D'accord. Ouais. Si la maire, pendant son discours, fait référence à des projets qui vont venir et en disant je vais soutenir ces projets, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, c'est plus compliqué. Quand on est avant, on peut le faire malgré tout, hein, parce qu'on explique à chaque fois dans nos vœux ce qu'on va faire. Mais là, dans ces conditions un peu particulières où l'exercice n'a jamais eu lieu, il vaut mieux se limiter à ce qu'elle a fait éventuellement. Oui, elle peut dire, mais pas à ce qu'elle envisage de faire. Rester sur des choses simples, parce que l'antériorité n'existe pas. Donc, prudence. Merci, mais de toute façon, on a aussi inscrit quelqu'un à la formation de l'Union des maires du Val d'Oise. À la bonne heure, tant mieux, faites-le. Ok, c'est bon? Alors, comme à l'habitude, donc Céline m'a préparé un petit mémo pour que je n'oublie rien sur les points. Donc, oui, un point aussi qui s'inscrit dans la même logique, hein, qui est celui de la compréhension du scrutin de liste. J'allais oublier de vous en parler. Vous savez que pour la première fois, les communes de moins de 1000 habitants vont devoir voter sur un scrutin de liste et plus sur une liste uninominale. Le tir au pigeon, c'est fini.
Donc il n'y aura plus de rature sur le... Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si des administrés continuaient, pas par malveillance, mais parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'information et qu'ils continuent à barrer, le bulletin sera nul. Donc il va falloir faire une communication neutre. Il va falloir faire une communication neutre, évidemment, sur ce sujet-là, en s'appuyant juste sur les textes, pour informer les habitants des communes concernées. Et pour ce qui est des changements, en dehors du fait que c'est un scrutin de liste, il y aura donc vous savez comment ça se passe pour ceux qui sont concernés, hein, qui n'étaient pas jusqu'à présent, puisque ce n'était pas des scrutins de liste. Donc il y a 50%, la liste qui obtient 50%, mettons qu'il y a deux listes, à 50% de fait, et derrière, il y a donc une proportionnelle. Okay, mais après, c'est comme ça que ça se passe. Avec effectivement 75% des sièges. Bon, mais ça peut être plus d'ailleurs que 75%. Hein. Voilà. Sachant que s'il y a deux listes, bah, c'est facile, hein, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de deuxième tour s'il y a deux listes, à moins qu'elles aient exactement la même la voix près. Hein, donc, voilà. Concernant le nombre d'inscrits sur les listes, donc sur les communes de moins de 100 habitants, donc ça concerne 2 communes chez nous, Châtenay et Épinay-Champlâtreux, merci. Donc là, je crois que c'est 7. C'est 7, donc 7. La liste sera réputée complète à 5. Pareil pour les autres. 9 sera complète à 7. 11 à 9 et 15 à 13. Toutefois, il est conseillé, et donc même d'aller à 17. Comment ? Prends le micro. Le micro. Tout le monde... Voilà. Comment on peut avoir 13 ? Bah, si tu parviens pas à avoir... Imagine qu'il y ait 3 listes à Marie. Ce qui sera... Vraiment pas le cas. Il y aura certainement 3 listes. Voilà, 3-4 listes à marrer, un délire. Il faut trouver ces personnes-là. C'est pas facile. Non, comme on ne en touche plus, pas aux listes et qu'on ne raye rien. Tu non, prends lesquels ? Non, c'est pas ça. C'est que si le maire, si la tête de liste ne parvient pas à réunir 15 personnes sur sa liste. Ah oui, d'accord. À 13, ça passe. Oui, là, d'accord. Oui, okay. Pardon, j'étais peut-être pas suffisamment précis. Compris. Mais pourquoi 17 après ? Parce que si on a des démissions, on peut faire monter comme les autres communes en fait. Tu peux mettre 2 suppléants. Oui, c'était pareil. Okay. Donc ça veut dire que dès l'instant où on a une liste de 15, par exemple, qui a plus de 50%, elle est élue d'office. Oui. D'accord. Tout à fait. Okay. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, ça dépend du nombre de sièges. Si c'est 52%, elle a 75% des sièges. Si tu as 50% de voix, tu as 75% des sièges par rapport à une autre liste. Oui. C'est ça. S'il n'y a pas d'autre liste, ça, c'est les ratios, 50-75, je n'ai pas étudié encore. Ouais. Et il faut que tu aies combien de pourcentage pour ne pas aller chercher dans l'autre liste pour une liste. En fait, la tête de liste ou les têtes de liste des autres équipes vont sûrement vont voter pour, au moins ils vont avoir leur liste qui vont voter pour eux. Oui. En principe, hein, sinon c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Mais si tu as 75%, tu ne vas pas chercher dans l'autre liste. Non, c'est dans les 25%. Ouais. Dans les 25% restants. C'est l'autre liste qui a les 25%. Sauf s'il y en a 3 autres, puisqu'il donnait l'exemple s'il y avait 3 ou 4 listes. Ça va dépendre. Là, 2 listes. Soyons simples. Il y a 2 listes. Si tu fais 95% des voix, il n'y aura pas besoin d'aller plus. Il y en a la première liste à 75%. Ouais. Donc tu prends la totalité de la liste, tu ne vas pas en chercher chez l'autre. Oui. Si tu as 52%, quoi non ? Tu as 75% aussi. Ouais. Prenez les micros, hein, parce que ça intéresse tout le monde. Expliquez-moi clairement, là, que je comprenne. Il y a 2 listes. Bon, bah alors j'irai prendre des cours. Sûrement, parce qu'ils vont voter. Répondez-moi. Non, mais la liste qui est... Christophe, avec le micro, tu peux répondre. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. La liste, une liste qui a 75%, une liste qui a 25%, dans ton cas.
Donc la liste qui a 75%, elle est en tête, donc elle a déjà d'office la moitié des sièges. Bon. Oui, la moitié des 15, oui, puisque toi, vous en avez 15. Bon. Ensuite, les 7 restants, puisque tu en as 8, donc les 7 restants sont répartis à la proportionnelle au plus fort reste entre les deux listes. Donc, dans ton cas, celui qui en a 75, il a 75% des 7 restants. Et la deuxième liste a 25% des 7 restants. On est obligé de prendre l'ordre de la liste. C'est ça. Et de la même façon, il doit y avoir à côté, je pense, je ne sais pas si c'est vrai pour les communes de moins de 1000, mais pour les communes de plus de 1000, c'est le cas. À côté de la liste de conseillers municipaux, il y a la liste des conseillers communautaires. Non, Chantal, tu sais qu'il y a des simulateurs sur Excel qui sont très bien faits. Hein. Tu pourras faire du jeu avec. Hein. Donc, voilà. Encore un point, donc il y a la parité qui est obligatoire aussi, alors qu'elle n'était pas pour les moins de 1000. Donc la parité est obligatoire, y compris pour les adjoints. Okay. Ce qui pose problème à certaines communes. Bien, je crois que j'ai fini avec ce point, sauf s'il y a des questions. Ok, c'est bon? Alors, un point sur l'agenda. Aura lieu le 16 juin une présentation par ces gérants du domaine de l'ACI, donc j'y serai pas parce que je ne pouvais pas, mais je serai dignement représenté. Donc c'est un point d'information, donc sachez-le. Donc je crois que tout le monde était convié à venir, tous les maires, je crois au moins, qui rapporteront dans leurs conseils municipaux, puisque c'est ça l'objet aussi, hein, c'est d'informer nos conseils municipaux quand des choses se passent sur notre territoire. Donc là, il se fait que l'ACI a été longtemps un peu en jachère, hein, comme ça, pour dire le mot comme ça, et j'imagine qu'à la grande joie de Gilbert, le fait que ça reprenne vie est une bonne chose. Donc, donc ces gérants ont fait le choix de venir vers la C3PF pour proposer une visite du site et expliquer leur stratégie. Voilà. Ensuite, nous inaugurons un nouveau véhicule publicitaire le 17 juin à 11h au domaine de la Motte, avec donc des entreprises qui sont partenaires. Une double commission environnement GEMAPI et gens du voyage transition écologique PCAET, enfin tout ça, le 23 juin à 18h30 à la Motte et en visio. Enfin, une commission sécurité générale numérique, VRD et vidéoprotection avec Jean-Christophe le 26 juin à 18h30 exclusivement en visio. Les dates des conseils communautaires que vous devez, j'imagine, avoir inscrits dans vos agendas. Donc, le prochain aura lieu le mercredi 8 octobre et se déroulera à Montsou. Merci d'avance à Silvio et son équipe. Et enfin, le dernier se déroulera le 3 décembre à 20h à Royaumont. Ensuite, les bureaux communautaires en visio, je le rappelle. Donc le lundi 29 septembre à 17h30, le 24 novembre également à 17h30, les bureaux exceptionnels le 4 juillet à 14h et le 3 novembre à 17h30. Du côté des événements intercommunaux, pour aller jusqu'à la fin de l'année, nous aurons vendredi 13 juin, c'est-à-dire après-demain, à Bellois en France, avec un partenariat avec Vilaine-sous-Bois, la projection du film Enfant phare, à 22h. Le vendredi 27 à Mareil, avec le Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc, je ne connais pas, ça doit être bien. Vendredi en juillet, à Touteville, Viarme, Agnières, un petit truc en plus, qui a fait un carton dans le box-office. Le 12 septembre, au domaine de la Motte, E.T. l'extraterrestre, dont je ne fais plus la présentation. Le 14 septembre se déroulera la 10e édition, on en a parlé ici déjà, de la Carnéloise. Donc on nous espère tous nombreux à cette édition, avec ou sans short ou basket, comme vous voudrez, mais tout le monde sera évidemment les bienvenus. Ensuite, le 20 septembre, le village jeunesse à Baillé en France. C'est quelle édition? Combien?
4e édition. Et chaque fois qu'on l'a vu avec la journée de l'environnement, tous ces événements prennent leur épaisseur, ont trouvé leur place, ont trouvé leur public, et ça grossit, c'est super. La Microfolie se déplacera du 9 au 22 juillet à Montsou, à l'EHPAD. En septembre, elle sera à l'EHPAD de Bellefontaine. On a des retours des EHPAD, c'est apprécié? Ouais. Ok. Du 16 octobre au 3 novembre à Saint-Martin-du-Tertre dans la salle des fêtes. Enfin, du 4 au 15 novembre, dont le lieu est à déterminer, elle se trouvera sur Viarme. Nous avons parlé des changements de personnel avec le départ de Marilyn et l'arrivée de Sandrine. Donc je ne referai pas le texte. Ensuite, nous attendons le 1er juin l'arrivée de Florence Durand, renfort en agent bibliothèque, contrat 20 heures par semaine dans le cadre du développement du pôle culturel. Arrivée de Paul Le Ralec, stagiaire au sein du service environnement jusqu'au 26/9. Il œuvrera principalement à l'organisation du Salon de la rénovation énergétique. Et le 1er octobre, nous accueillerons, cette fois-ci officiellement, mais ça fait 15 ans qu'il est là, Éric Loison, jusqu'à présent bibliothécaire bénévole, donc en renfort du pôle culturel. Points qui ont déjà été vus, mais c'est juste le calendrier qui nous permet de dire à quel moment ils arriveront. Voilà, je termine en n'oubliant pas de remercier Céline, Émilie, Julien, Stéphane et Christophe, et tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réalisation de ces documents, dont je sais que c'est toujours fastidieux, bien que celui-ci n'ait que 10 points, aujourd'hui 11 points, mais c'est beaucoup de travail derrière, donc merci à vous. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, si ce n'est qu'on ne se verra pas dans ce format-là avant, je l'ai dit, après les vacances. Donc pour ceux que je ne croiserai pas d'ici là, donc je souhaite à toutes et tous de belles vacances, reposez-vous bien, faites de belles rencontres. Et puis on se retrouve en pleine forme à la rentrée, avec le teint hâlé, de bonne humeur et en bonne santé pour les uns et les autres. Voilà les amis, bon retour à tous. On n'a pas de buffet, hein, voilà. C'était un petit conseil.